Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngumbulu Yasangi Yaminabantu, prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Monsieur Lasconi, à savoir quels sont les... Pourquoi est-ce que l'Afrique a aussi tant échoué? Quelles sont les raisons de notre échec sur le plan socio-économique comme culturel? Tous les peuples de la planète ont défini leur propre paradigme. Le nôtre a été défini par les autres. Voilà où est le drame. Si vous visitez la plupart des pays africains, vous verrez qu'il y a deux sujets sur lesquels on ne peut pas débattre publiquement. Le premier débat, c'est celui de la religion. Si vous voulez provoquer une guerre civile en Afrique, mettez le problème religieux sur la table. Vous avez un phénomène dans l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle les talibés. C'est l'un des problèmes que l'Afrique doit résoudre le plus vite possible parce que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. La jeunesse africaine est hypothéquée dès le plus bas âge. C'est l'exemple des talibés. Talibé est la déformation de taliban, un mot en arabe qui signifie étudiant. Vous allez à Dakar, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Guinée, vous trouverez des enfants qui toute la journée sillonnent avec une battue. Battue, c'est une boîte de tomates, d'une grosse tomate qui a été vidée et qui sert de panier à aumône. Des gamins qui toute la journée sillonnent des ruelles pour recueillir des offrandes qu'ils reversent à la fin de la journée au marabout. Ces enfants sont censés aller étudier dans des écoles coraniques, qu'on appelle des madrasas. Dans ces écoles, le marabout dit, si vous voulez apprendre l'humilité et si vous voulez accéder au paradis, par aliénation, les parents sont convaincus qu'en envoyant l'enfant chez le marabout, non seulement eux accéderont au paradis, mais ça rendra les enfants humbles. Entre-temps, ça devient une source de revenus pour le marabout qui, lui, n'a plus besoin de faire des efforts, puisqu'il a ces talibés qui sillonnent. Si chacun emmène ne fût-ce que 3000, s'il en a 20, ben ça fait une bonne recette. C'est un sujet tabou. Des intellectuels comme Aminata Sofol a écrit un bouquin qui s'intitule La grève des battus. Elle était obligée de le romancer. C'est l'Afrique coloniale qui a échoué. Parce qu'il est temps de faire le distinguo entre l'Afrique africaine qui est authentique, ce que j'appelle l'Afrique coquette, et l'Afrique coloniale. Pourquoi est-ce que la ville en Afrique connaît la bidonvillisation? La forme d'urbanisme la plus avancée en Afrique, ce sont les bidonvilles. Vous allez à Abidjan, vous voyez des gratte-ciel au plateau tout autour. Vous avez bidonville. Vous allez à Nairobi, c'est pareil. Parce que la ville africaine n'a pas été définie par les urbanistes africains. Pour vous donner un exemple tout simple, ceux qui souvent vivent dans des quartiers privilégiés,
ont un personnel de maison qui souvent vient des quartiers très reculés. Avec le peu de rémunération que ces gens-là reçoivent, ils ne peuvent pas assurer le transport. Sinon, c'est tout le salaire qu'ils mettent dedans. Conclusion, ils sont obligés de s'installer à proximité. En s'installant à proximité, il n'y a pas d'induction d'eau, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de fosse septique, etc. Ça vous donne un bidonville. Donc, je dis encore une fois que c'est l'Afrique coloniale qui échoue parce que l'Afrique n'a pas encore défini son propre paradigme. Le problème est un problème de paradigme. Tout est question de réglage. Je vous donnerai un exemple tout simple et bête. La Chine, en Chine, vous avez 7 millions de musulmans. Vous avez à peu près 10 millions de chrétiens. Mais le musulman chinois et le chrétien chinois sont avant tout chinois, avant d'être musulmans et chrétiens. Qui nomme les effets que les imams en Chine? C'est le parti communiste chinois. Parce que le Vatican étant un État, l'Arabie Saoudite étant un État, ces pays-là ne peuvent pas dicter la foi aux musulmans et aux chrétiens chinois. C'est ce qu'on appelle le paradigme. Le développement de l'Afrique repose dans ses traditions. La première puissance technologique du monde et la troisième puissance économique du monde, c'est le Japon. Donc, la tradition n'est pas incompatible avec la modernité. Encore une fois, c'est la définition du paradigme. C'est parce que les Japonais sont dans leur propre paradigme que le Japon avance. Qui osera dire que les Japonais sont des animistes? Parce que le Japon est dans le G8. On se permet de dire animistes aux Africains parce que nous ne plaisons pas. Commençons déjà à respecter nos cultes. Parce que la base, c'est ça. Si spirituellement tu n'es pas libre, le reste ne peut pas suivre. Donc, je considère qu'il n'y a pas échec en Afrique. L'Africain qui dirige l'Afrique n'est pas un Africain authentique. L'Afrique est dirigée par une élite préfabriquée. J'en fais partie, j'essaie de me soigner. J'espère pouvoir guérir avant ma mort. Mais si ce n'est pas le cas, je prépare la relève. L'Afrique est source d'inspiration pour les autres, sauf pour les Africains. Donc l'échec n'existe pas. C'est l'Afrique coloniale qui échoue. Ce n'est pas l'Afrique traditionnelle. Les Dogons n'ont pas de problème de franc CFA. Les Ima ne sont pas dans le franc CFA. Les Babongo, les Tois, qu'on appelle vulgairement pygmées, ne sont pas dans le CFA. Le CFA, c'est pour des gens comme nous. Problème de paradigme. Vous savez que le pays, la région qui produit le plus d'oignons en Afrique, c'est le pays Dogon. Alors qu'il ne pleut quasiment pas. Comment expliquez-vous à une région aussi aride que le pays Dogon qui va du Burkina Faso jusqu'au Mali? Il ne pleut pas, mais les gens produisent des oignons au point où la Hollande a reproduit un village Dogon, c'est moi qui l'ai révélé sur Facebook. Et ce qui est triste, il a fallu que je dise que le village Dogon a été reproduit en Hollande pour que les Africains soient en fait attentifs sur cette partie de l'Afrique qui a toujours été négligée. Donc le problème est un problème de paradigme. Merci bien la série. Sur ce, je crois que l'Afrique ne connaît pas d'échec. Et je resterai encore sur toi parce que le temps que nous avons parti, je préférerais te poser une dernière question de discussion, à savoir quel message et conseil tu as adressé à la jeunesse africaine, particulièrement camerounaise, ici présente. Un proverbe samo du Burkina Faso nous enseigne, et ça sera ma dernière intervention ce soir, unis les tisons s'allument, séparés ils s'éteignent. Le panafricanisme est le seul rempart contre la tradition. Si nous ne nous mettons pas ensemble, c'est la fin. Autant même commencer à nous présenter les condoléances ce soir. Parce que nous avons... Merci bien la Sénée, sur les derniers mots bien sûr. Et je poserai comme ça une question encore à Kanga et Kanga. Cette fois-ci, je crois que je suis resté dans le thème africain. À quel mot devrions-nous nous attaquer afin de promouvoir une meilleure cohésion sociale ainsi que la prospérité du continent africain, car nous savons que ce continent est menacé par la corruption, les conflits et la mauvaise gouvernance? La question est très intéressante.
À quel mode de vie devons-nous nous attaquer pour promouvoir la cohésion sociale? Bon, le problème est dans la question déjà. Le mode auquel nous devons nous attaquer pour commencer, avant même de s'intéresser au contenu, c'est le fait que les combats sont toujours choisis par les autres. Ma grand-mère ne sait pas ce qu'est la cohésion sociale, parce que bon, déjà, dans sa réalité de grand-mère afro-africaine, elle n'a pas de problème de cohésion sociale. La bonne gouvernance, la corruption et tout ça, ce sont encore des concepts qui ont été élaborés par d'autres. Ce ne sont pas les nôtres. Je me souviens, je me suis beaucoup amusé il y en a été le mois dernier parce que on était invités, c'était une communauté germano-africaine si vous voulez, donc il y avait beaucoup d'Allemands présents. Alors je leur ai posé les questions parce qu'ils avaient le thème, avait été aussi choisi par eux. L'actualité des concepts néocoloniaux, et je leur ai demandé sur quelle base, par exemple, un pays comme l'Australie, qui est au sud de mon pays, le Cameroun, dans l'hémisphère sud, en plein milieu de l'océan Indien, peut s'octroyer le droit de définir mon pays, le Cameroun, comme les pays du sud, les Sudländer. En fonction de leur réalité économique, ils ont réussi l'exploit aussi absurde qu'incroyable de désigner comme pays du sud des pays plus au nord que eux. Vous voyez, quand on était à l'époque Cameroun, un peu au-dessus de l'équateur, et blablabla, manifestement, les autres ne sont pas d'accord avec le fait que nous soyons au-dessus de l'équateur. Pourtant, les faits sont là. Et dans le même ordre d'idées, on nous a qualifié de pays de tiers-monde. En gros, il y a trois mondes. Il y a le premier, c'est-à-dire le monde civilisé, l'Allemagne et tous les autres. Il y a un deuxième monde, bon, c'est peut-être l'Asie ou les pays d'Amérique du Sud, qui émergent d'une certaine façon. Et nous, on est cantonnés à la médaille de bronze, le tiers-monde. On n'est pas premier. C'est à peine si on est sur le podium. Et encore, c'est avec gentillesse parce qu'on aime développer les concepts de quart-monde et tout ce qui va autour. Les échelles sont toujours choisies par d'autres. C'est pour ça que les combats échouent toujours. La réalité absurde qui fait que les principales structures du monde qui sont à l'origine des deux guerres mondiales et de l'arme atomique sur Hiroshima, Nagasaki et tout, l'absurdité qui fait que ceux-là qui ont causé le plus de chaos à l'échelle humaine sur toute l'histoire de la vie de l'humanité, que ces gens-là se prévalent le titre de civilisé, de premier monde, est aussi absurde que le fait que lorsque nous disons que nous allons combattre des problèmes en Afrique, nous épousons les concepts des autres. Donc, la cohésion sociale, la cohésion sociale, la corruption. La cohésion sociale, la corruption, la démocratie et tous ces termes-là, aussi justes qu'ils sont, pour l'instant, ils ne sont pas les nôtres. Ils ont dû être justes. Mais comme nous-mêmes, nous ne les avons pas choisis, il faut retourner aux sources et se demander quels sont nos véritables problèmes. La corruption, c'est un concept compliqué. Bon, moi j'ai toujours eu l'habitude, j'avais écrit un article il y a 2 ans que j'avais intitulé « Le mensonge sur la corruption en Afrique ». Actuellement, on a les Paradise Papers. L'année dernière, on avait les Panama Papers. En 2000, et il y a quelques temps, on a aussi eu le cas de la corruption FIFA. On a eu l'affaire Elf dans les années 80-90. On a eu l'affaire Volkswagen il y a quelques mois à peine. On remarque que la corruption à grande échelle est l'œuvre de ceux-là qui décident à notre place que la corruption devrait être notre principal cheval de bataille. Quand on écarte les dirigeants qui ont été mis en place, non pas par la population, mais par ceux qui allaient s'assurer que ces gens-là allaient travailler dans le sens de leurs intérêts, on se rend compte que ce qu'on appelle même la corruption à petite échelle, c'est le fait en quelque sorte, pas pour justifier évidemment, mais c'est plus le fait de manque d'alternatives qu'autre chose. Vous êtes de la mendicité parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas d'entreprise, parce qu'il n'y a rien. On se retrouve un peu dos au mur et on est cantonné à des tâches aussi ridicules. Lorsque vous allez vous faire contrôler, le policier qui vous demande de l'argent alors que vous avez tous vos documents, c'est parce qu'après avoir visualisé son tableau salarial du mois et toutes les charges qui lui incombent, il se rend compte qu'il n'y arrive pas, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et que de toute façon, il ne s'est consacré à ce métier que parce que la formation qu'il avait fait à l'école ne lui assurait pas du travail plus tard dans la réalité. Du coup, c'est une sorte de solution d'urgence parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Donc, au lieu de se demander comment combattre la corruption en Afrique, un concept élaboré par d'autres, quand on retourne dans la réalité africaine, on se rend compte que le problème, il n'est pas la corruption, il est le manque d'emploi.
Et pourquoi est-ce qu'il y a le manque d'emploi? Parce que les structures économiques, comme je l'ai pris tout à l'heure avec le concept des APE, ne nous appartiennent pas. Parce que les structures économiques ont été formées pour les autres. J'aime beaucoup l'exemple du chocolat parce que vous avez remarqué qu'il y a même un néologisme qui a été créé dans la langue allemande, Kaffeepause. Ça n'existe pas chez nous, pourtant le café ne pousse pas ici. Le café cacao ne pousse pas dans les régions tropicales. Le café Robusta est adapté à la chaleur humide de la forêt. L'arabica est adapté au climat des montagnes et ainsi de suite. Et le cacao, en fait, ces Nord-Est ont particulièrement besoin de chaleur. C'est pour ça qu'on les retrouve en Amérique du Sud et en Afrique en tout cas, entre les deux tropiques, entre le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer. Mais ceux qui ne produisent pas le cacao, café, se sont arrangés à ce que là où il peut être produit, ces gens-là, au lieu de produire ce qu'ils mangent, le riz, le mil, le sorgho, le manioc, ils se mettent à produire ce que l'Europe consomme en espérant que, avec cet argent, ils vont pouvoir se nourrir. Le problème encore, c'est que même le prix du cacao, il est fixé à la Bourse de Londres, il est fixé à New York, il est fixé à la fin de l'année 2017. Les instances européennes ont décidé que pour l'année 2018, le cacao va coûter au kilo à Abidjan, en Côte d'Ivoire, premier pays exportateur, 1,67 €. Ça fait 700 francs CFA. Quand vous pensez qu'à El Amenhop, dans la minuscule boutique qu'il y a là-bas, si vous achetez une petite tasse de café chez la petite, elle peut coûter jusqu'à 2,50 €. C'est-à-dire le double de ce qu'un kilo de café qui peut produire une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de tasses. On va dans le gain énorme que le pot de l'échelle réalise ici en Europe par rapport à ce que l'Africain qui y a travaillé y gagne. Et c'est quand vous avez des structures comme ça que vous vous retrouvez face à une population qui n'a pas les moyens de sa subsistance et qui est obligée de mendier, quitte à tremper son honneur dans la boue. Et vous avez donc des policiers qui vous demandent ce genre de choses. Le problème, donc, à ce niveau-là, quand on dit corruption, il ne vient pas de la corruption en lui-même. Là, on attaque le problème au bout. Il y a une racine à ce problème. Et à partir du moment où vous commencez à vous attaquer à la racine, vous allez constater que ceux qui vous demandaient de combattre la corruption sont les premiers qui vont vous empêcher de combattre les sources de cette corruption. Voilà pourquoi, quand on a parlé du franc CFA, ce sont nos dirigeants et la puissance coloniale qui détient le franc CFA qui nous disent « Mais non, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose ». Ça, c'est d'un pour la corruption. Et lorsqu'on dit corruption et mauvaise gouvernance, bon, s'il est établi, comme je viens de le dire, en fait, la corruption populaire à l'échelle de la population, c'est parce que, entre guillemets, par que faire, on se rend compte que la véritable corruption, donc, elle est le fait de ceux qui sont à la tête de nos États. Parce que eux, normalement, ils sont à l'abri du besoin. Ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils vont manger demain. En fait, ils sont assurés d'avoir les moyens de subsistance jusqu'à au moins la 10e génération. Alors pourquoi sont-ils corrompus? C'est de là que vient entre autres le problème. Ils sont corrompus parce qu'ils sont plus des contremaîtres, des intendants que des souverains. La mauvaise gouvernance, elle est prise sous l'angle, non pas africain, mais l'angle de ceux-là qui ont décidé à la place des Africains quels sont leurs combats, quel mode de vie doit-on adopter pour sortir de là. Ce sont justement les concepts élaborés par d'autres personnes, alors que nous-mêmes, il n'y a personne mieux placé que nous pour identifier quels sont nos problèmes. C'est-à-dire, c'est comme ça que, et dans le même ordre d'idée, Macky Sall est allé au Yémen pour terminer une dernière parenthèse sur lui, parce que dans cette mauvaise gouvernance, il y a beaucoup de mauvais gouvernants qui nous sortent en travers de la gorge. Il est donc allé, il y a quelque temps, lorsqu'il y avait la rébellion Houthi, en tout cas elle est encore, contre le gouvernement yéménite, il a tablé, il a prévu d'envoyer près de 2100 soldats là-bas. Et le gros point d'interrogation était comment est-il possible que le Mali, que tes voisins, le Cameroun, et tous ces gens-là qui ont à se défaire de Boko Haram et consorts, tu ne sois pas là pour les aider avec la même promptitude, mais qu'un pays situé à 5600 km t'appelle et du coup tu es déjà disposé à envoyer plusieurs milliers de soldats. C'est donc, je crois, dans cet ordre d'idée-là qu'on disait tout à l'heure, que l'identité étrangère, les logiques étrangères priment au-delà de nos logiques africaines. Nous sommes le seul continent au monde qui a les entités étrangères au-dessus des siennes. C'est pour ça que quand les Asiatiques modèle Bouddha, il a des traits asiatiques. Les Arabes ne dessinent pas Mohamed, mais quand ils se l'imaginent, il est certainement barbu comme eux, la preuve, il garde la barbe. Les Européens et les Américains nous ont présenté les productions d'Hollywood avec Jésus et
tous ces prophètes qui avaient des traits occidentaux, en prétendant d'être le seul peuple qui s'octroie le seul peuple qui place l'étranger au-dessus de lui-même, on est encore le seul peuple qui représente la divinité autrement que ce qu'il est réellement. Donc tous ces modèles-là, tous ces enchevêtrements ont fait qu'il y a énormément à changer dans tous les problèmes qui ont été énoncés, mais surtout sous l'angle africain. Le monde fonctionne sur l'hypocrisie. Ceux qui nous définissent les problèmes qu'on doit combattre sont les principaux, souvent responsables de ces problèmes, et on se rend compte qu'ils vont nous empêcher de les combattre à partir du moment où on va commencer à s'intéresser aux véritables causes de ces problèmes. Voilà en gros la réponse que j'ai apportée à la question. Et pour cela, j'aimerais poser une dernière question à M. Campbell. Et je ne sais pas, je vous prierai de la répondre si possible dans les 3 maxi 5 minutes. Alors, M. Campbell, un jeune ici présent qui voudrait lancer sa propre entreprise, comment saura-t-il qu'il est prêt à franchir le pas? Que doit-il faire pour réussir le financement de son projet? Et je lirai aussi encore en passant votre dernier ouvrage, à savoir La misère à l'abondance. Est-ce que cette question-là pourrait être répondue dans cet ouvrage? Merci. Merci. C'est vraiment dommage qu'on ait si peu de temps avec un tel public. Ça me fend le cœur parce que tout à l'heure, j'ai presque fondu de larmes quand il a parlé de la spiritualité. Et c'est le chapitre, je crois, 8 de mon livre. L'importance de l'intelligence spirituelle chez l'Africain. En fait, il s'agit de quoi? Il faut qu'on se comprenne. Je n'ai que 5 minutes, mais je vais faire un effort. Dans mon livre, je suis parti du paradigme du vrai homme africain. Parce qu'en Afrique, en tout cas chez les Bamileke que je maîtrise un peu, un vrai homme me baigne. C'est A4 intelligence. Physiquement, il est costaud. Il est beau. Le QI, il est bon. Mais il y a 2 intelligences qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'évoque même pas. C'est l'intelligence émotionnelle et l'intelligence spirituelle. Un jeune qui veut réussir, ce n'est pas un problème d'argent. Le vrai problème de l'Africain qui veut investir, et ailleurs d'ailleurs, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'intelligence émotionnelle et d'intelligence spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous avons été formatés, conditionnés, détruits, anesthésiés, hypnotisés, je ne sais pas quel terme utiliser, pour penser et agir comme des esclaves. Je reprends ce mot-là parce que vous ne le savez pas, mais le monde est divisé en 2. Il y a des gens qui sont dans une caverne, des esclaves, et il y a des gens qui sont libres financièrement. Un homme qui n'est pas libre financièrement n'est pas libre du tout dans ce monde aujourd'hui. Tout le monde a besoin d'argent, mais malheureusement, les esclaves ne seront jamais riches. C'est impossible. Alors le jeune qui veut réussir, premièrement, donc, il doit se former. C'est la première chose à faire. Ce n'est pas une question d'argent. Dans mon livre, il y a un chapitre intitulé « Comment créer une entreprise commerciale ou industrielle sans argent ?» Sans un sou. Et je donne des exemples très simples, très clairs, indiscutables. Vous connaissez tous Coca-Cola. Vous connaissez M. Pemberton? Vous connaissez M. Candler? Pemberton, c'est lui qui a créé Coca-Cola. John Pemberton. Le bonhomme était malade et il a fallu qu'il trouve un médicament. Où est-ce qu'il allait trouver le médicament? Dans la cola africaine. Parce que les Français avaient déjà trouvé en Afrique que les indigènes, comme ils appelaient, mâchaient la cola pour rester en forme. Lui, il avait été blessé en guerre et il avait de l'addiction pour la morphine. Et en tant que herboriste, parce qu'on dit pharmacien, mais c'était un herboriste,
Il savait ce qu'il attendait avec la morphine et il commençait à chercher des solutions pour sa santé. C'est comme ça qu'il va se retrouver avec la cola de l'Afrique mélangée avec la cocaïne du Pérou. Ce n'est pas parce qu'il avait de l'argent qu'il a créé Coca-Cola. Et même après avoir créé Coca-Cola, c'est tellement intéressant pour lui, c'est son comptable qui a donné le nom Coca-Cola, la cola de l'Afrique et la cocaïne du Pérou. C'est comme ça que ça fait une Coca-Cola. Mais ce n'est pas parce que le bonhomme voulait gagner de l'argent. Bon, j'allais dire mon père, mon grand frère, Kouma Doumbé III, a écrit quelque chose de formidable cette année. Le paradigme africain doit changer. Les Africains doivent changer de paradigme. C'est l'annexe N de mon livre. Et c'est par sa citation que je commence le chapitre sur la spiritualité africaine. Parce que l'Africain doit absolument comprendre que c'est lui qui a quelque chose à apprendre aux autres et pas le contraire. Donc le jeune qui veut entreprendre doit commencer par là. J'aurais bien voulu passer la journée avec lui.